Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder ensemble comment je gère les initiatives lors des tours de combat. Ça ne va pas être une vidéo très complexe parce que je me suis appuyé sur ce qui existe déjà et qui marche très bien dans de nombreux jeux, y compris Donjons et Dragons. Je l'ai juste mis un petit peu à ma sauce avec quelques explications à la clé et il y a très peu de modificateurs et assez facile à comprendre. En premier lieu, l'initiative se lance avec un dé 12. Alors, je sais bien que d'ordinaire Donjons et Dragons c'est plutôt un dé 10. J'ai choisi un dé 12 pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est que ça augmente le nombre de plages disponibles et ça évite les initiatives conjointes. Je déteste devoir régler des problèmes d'initiatives conjointes. Des actions qui se déroulent en même temps et qui peuvent se contrer l'une l'autre, c'est toujours compliqué. Ça m'offre donc 12 créneaux pour placer les actions des PNJ et des PJ. La deuxième raison est encore plus pragmatique. Le dé 12 est un dé qui ne sert pas à grand chose dans le système que j'ai mis en place. Ça veut dire que quand un joueur lance un D12 pour faire son initiative, il peut placer le résultat du D12 devant lui et ne plus toucher au D12 jusqu'à ce qu'arrive son tour de jeu. Et il se trouve que je fais les localisations des coups au D12 également. Ce qui veut dire que quand c'est au joueur d'agir, il peut prendre le dé devant lui dont il n'a plus besoin puisque c'est son init et qu'il est en train d'agir, et le lancer en même temps que son dé d'attaque et son dé de dégâts pour qu'on gagne du temps. La grande majorité des armes disponibles en jeu n'ont pas de modificateur d'initiative, ce qui résout le souci. Vous faites un résultat avec le dé, c'est le segment au cours duquel vous êtes libre d'intervenir. Les deux exceptions à cette règle sont la dague et les armes à deux mains. Si votre personnage manie une dague ou deux dagues, mais pas s'il manie une épée et une dague par exemple, il faut qu'il n'y ait que des dagues impliquées. Il gagne un +1 à son initiative, ça veut dire que dans le cas qui nous regarde, j'ai fait 8 à mon initiative, j'ai une dague en main ou j'ai deux dagues en main, je vais donc pouvoir agir à 9 au lieu d'agir à 8. L'autre cas de figure, ce sont les épées à deux mains, les haches à deux mains et les masses à deux mains. Ces trois catégories d'armes ont un malus de 2 à l'initiative, ce qui veut dire que si je devais agir à 8 et que j'ai une arme à deux mains, je vais agir à 6. En dehors de ces cas précis, les autres armes agissent pile poil à l'initiative que vous avez tirée au dé. En dehors de ces règles de base, ordinaires, il y a un cas de figure particulier qui est celui où on dégaine son arme en urgence dans le tour où on veut frapper. Donc dégainer et frapper. La théorie, c'est que vous obtenez un malus de 2 à l'initiative. Ça veut dire que dans notre exemple, dégainer une épée et frapper en même temps, au lieu d'agir à 8, vous allez agir à 6. Et bien évidemment, ce handicap se cumule avec celui de l'arme. C'est-à-dire que si dans ce tour vous choisissez de dégainer une épée à deux mains pour frapper, vous allez avoir -2 parce que vous dégainez, et -2 parce que c'est une arme à deux mains. Autant dire que les armes à deux mains, c'est pas vraiment le truc à dégainer en urgence. Il n'existe que deux armes qui ignorent cette règle de -2 à l'initiative pour dégainer en urgence. Il s'agit de la dague et de l'épée courte. Et cas très particulier pour la dague, vous vous souvenez que j'ai dit juste avant qu'elle avait un +1 à l'initiative. Et comme elle ignore le malus de -2 et qu'elle a +1, ça sous-entend que dégainer une dague en urgence vous donne quand même +1 à l'initiative. Ce sera toujours la plus rapide des armes à dégainer en urgence. Elle a des inconvénients, mais elle a cet avantage-là. Pour le cas des attaques à main nue, ça suit à peu près le même système que pour les dagues, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'histoire de dégainer, c'est un coup de poing, donc pas besoin de s'équiper de son poing, il est déjà là, donc pas de malus de -2 qui apparaîtrait, et le fait de combattre à main nue donne un bonus à l'initiative de 1, comme pour les dagues. Lorsqu'on connaît l'initiative d'un personnage, en tant que maître de jeu, je vais égrener un compte à rebours de 12 à 1, faisant agir mes PNJ, et les joueurs agiront à leur initiative. Pour autant, ce n'est pas parce qu'un joueur a une initiative de 8 qu'il ne peut rien faire avant ou rien faire après. Premier cas de figure concerne les réactions. C'est-à-dire que le joueur dispose de certaines techniques de combat ou de certains pouvoirs qui peuvent se déclencher n'importe quand dans le tour, et pas seulement à leur initiative. Prenons le cas de figure d'une technique qui permettrait de dévier une attaque. Il est bien évident qu'un joueur peut utiliser cette technique quand il se prend l'attaque, peu importe s'il se la prend avant son initiative ou après son initiative. C'est ce qu'on appelle des réactions, contrairement aux actions qui se passent
à l'initiative du joueur. Deuxième cas de figure où le joueur peut agir en dehors de son initiative, et c'est pas vraiment en dehors, c'est à la place. Un joueur peut choisir de retarder ses actions parce qu'il attend quelque chose de précis. Imaginons par exemple que le joueur attende qu'un adversaire saisisse un objet pour pouvoir faire quelque chose, et qu'il a l'initiative avant son adversaire. Il est bien obligé d'attendre que l'adversaire prenne l'objet avant d'agir. C'est ce qu'on appelle retarder son initiative, et c'est parfaitement possible. On peut la retarder jusqu'à 1, et si à 1 on n'a rien fait, on a perdu son tour. Quand un joueur choisit de retarder son initiative parce qu'il attend l'action de quelqu'un, il choisit de se placer après cette personne. Il n'y a pas d'action concomitante à ce moment-là. Dans le cas de figure, vous voyez que l'adversaire agit à 5. Si le joueur veut retarder son action, il ne va pas agir à 5 en même temps, puisqu'il ne sait pas à l'avance que la personne va agir. Il est obligé d'attendre que la personne ait agi, il se place donc derrière. Il va agir à 4. Malgré tous mes efforts pour que ça n'arrive pas, il se peut bien évidemment que le résultat des dés donne une égalité en termes d'initiative. Dans ce cas-là, et comme je n'aime toujours pas les actions concomitantes, j'ai choisi de déterminer qui va agir en premier en regardant le score d'agilité des protagonistes. Celui qui a le plus haut score d'agilité agit en premier. Et si jamais les deux protagonistes ont aussi le même score d'agilité, et que j'ai vraiment besoin de savoir qui agit en premier, je vais leur faire un test d'agilité comparé à celui qui fait le plus. Et vous me direz, oui, mais ce test d'agilité comparé, ils vont peut-être faire le même score. Oui, mais alors là, je rends mon tablier. Hein, c'est 3 G2D, 3 égalités. En gros, ok, ça va être concomitant, je vais me démerder, je vais pas plus loin. Il y a aussi des cas de figure où je n'ai pas tant que ça besoin de savoir qui agit en premier. Si les deux personnes agissent dans 2 endroits différents et que ça ne va pas rentrer en conflit, eh ben on va faire une initiative équivalente et les actions vont être concomitantes. En revanche, 2 personnes voulant tenter une action qui est contraire l'une à l'autre, je vais avoir besoin de savoir qui est initiateur. Enfin, on va examiner 2 cas particuliers importants qui sont en rapport avec l'initiative. Le premier, c'est la posture de garde, une position défensive en quelque sorte. La posture de garde se déclare à l'initiative du personnage. Et elle dure jusqu'à sa prochaine initiative. Ça veut dire que là, c'est au personnage d'agir à 8, il doit choisir s'il se met en posture de garde ou s'il enlève la posture de garde, en fonction de s'il l'a ou s'il l'a pas. Et une fois qu'il a fait ce choix applique ses bonus et ses malus jusqu'au prochain tour à sa prochaine initiative. Et le deuxième cas de figure, ce sont les effets ou les techniques qui permettent d'agir avant quelqu'un. Il existe par exemple une technique martiale qui s'appelle frappe éclair, si je m'en souvenir, et qui permet d'agir avant votre adversaire. Ça ne veut pas dire que vous agissez au début du tour. Ça veut dire que si votre adversaire a plus d'initiative que vous, dans le cas de figure ici, il a 10, vous avez 8. Vous utilisez cette technique-là, vous n'allez pas frapper à 11 parce que vous frappez quand même après ceux qui ont fait 11, vous allez frapper dans un truc un peu intermédiaire que j'ai appelé 10,5. C'est-à-dire que vous frappez après ceux qui ont fait 11, mais avant la personne que vous visiez et qui est la cible de votre technique. Et enfin, s'il fallait le préciser, il n'y a pas d'initiative à 13 et il n'y a pas d'initiative à 0. Ce qui veut dire que si vous maniez une dague et que vous faites 12 sur votre dé, vous n'allez pas agir à 13, vous allez agir à 12. Et inversement, si vous avez une épée à 2 mains et que vous faites 1 sur votre dé, vous allez agir à 1, vous n'allez pas agir à -1 ou -2 ou allez savoir quoi. Par conséquent, par exemple, si vous avez 1 d'initiative et que vous avez envie de changer d'arme, c'est plus vraiment un problème puisque le malus de 2, vous avez 1, vous êtes déjà au plus lent, faites-vous plaisir, collez-vous des malus d'init à volonté, vous irez pas plus bas. Voilà les cadavres, j'ai fait le tour de comment j'ai choisi de gérer l'initiative dans le dernier monde. On se retrouve bientôt pour la suite des réjouissances, on va commencer à parler pain dans la gueule et ce genre de joyeuseté.